Après sa mort, ce premier essai d'Union européenne, on est en 1942, était détruit et durant près de 1000 ans, les nationalismes s'entrechoquèrent dans un esprit de rivalité. C'est pas beau, ça. De voir une carte postale publiée par l'Allemagne nazie en 1942 qui dénonce les nationalismes. On croit rêver. En tout cas, si vous avez ça et que vous comparez avec l'article du Spiegel, vous voyez que c'est un texte, c'est exactement le même texte. L'utilisation posthume du mythe de Charlemagne comme justification d'un empire qui ne serait pas allemand, qui ne serait pas anglo-saxon, qui serait européen, alors qu'en fait, c'est bien les anglo-saxons qui sont à l'œuvre, évidemment, et que la France, en fait, disparaît dans cette affaire. Alors, si je vous parle de tout ceci, c'est parce que le président Clinton, quand il a reçu le prix Charlemagne, il s'est fendu d'un discours. Et il s'est fendu d'un discours qu'il est tout à fait intéressant de lire, de prendre en... Nous sommes le 2 juin 2000. Le 2 juin 2000. Quelques mois avant que l'Espagne ne ratifie la charte des langues régionales. Et voilà ce que dit le président des États-Unis. Là, vous avez le texte en américain, je vais vous l'épargner. La traduction en français. L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Something new under the sun. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. L'Écosse et le Pays de Galles ont leur propre parlement. L'Écosse, en ce moment, 14 ans après, demande son indépendance. L'Irlande du Nord, dont la famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. L'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle. La Catalogne. Quelle prémonition chez ce natif de l'Arkansas. Le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, non pas au nom d'un quelconque séparatisme, évidemment. C'est comme le Conseil général des Pyrénées-Orientales. C'est absolument pas l'unité nationale. C'est comme les gens qui, en 1992, au moment du traité de Maastricht, ont dit aux Français « Mais enfin, une monnaie commune, ça ne va en rien nuire à la souveraineté de la France. Ça ne va faire qu'augmenter vos revenus, vos richesses. Nous allons avoir le plein emploi, tout ce que vous pouvez raconter. » Mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition, vous pensez comme M. Bill Clinton, natif de l'Arkansas, est pointu sur les traditions de Transylvanie ou de Catalogne. La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie, décidément, qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. Et enfin, donc une pipe. Qui est-ce qui pourrait dire à ce monsieur qui est né à 14 000, 12 000 km de là, mind your own business? Qu'est-ce qu'il vient foutre à Aix-la-Chapelle pour expliquer que c'est formidable, que l'Europe est pleine de vie, qu'il faut développer les voies régionales? Et en plus, on lui donne le prix Charlemagne, le prix de Karl der Grosse. Et tout le monde, personne ne réagit à cette affaire-là. On voit bien qui tire en définitive les ficelles. Elle va nous permettre de passer à notre troisième chapitre, la stratégie américaine. La stratégie américaine peut se tenir de deux façons. Amalgamer pour neutraliser, c'est-à-dire fusionner le maximum d'États d'Europe dans une tour de Babel absolument ingérable, qui ne n'ira que de blocage en blocage, et ceux qui tireront les ficelles, ce sont les États-Unis et l'Amérique. Je vous renvoie à ma conférence qui gouverne la France. Et le deuxième, c'est diviser pour régner. On amalgame pour neutraliser, et en même temps, on divise pour régner. Vous commencez à comprendre une stratégie qui est assez maligne. Elle est même très intelligente. C'est pas Bill Clinton qui l'a inventé. Il y a des think tanks aux États-Unis. Il y a des gens qui sont payés des fortunes, des gens qui phosphorent depuis 50 ans. Donc ça, c'est pas étonnant qu'on aboutisse à la situation actuelle, d'ailleurs, où les Français ne comprennent absolument plus ce qui se passe. Les peuples d'Europe non plus. Ils sont victimes d'une guerre du 3e millénaire, qui est une guerre incompréhensible et que j'essaie d'expliquer. Il y a un grand principe qui était connu des Grecs, diarrhei kai basilei.
Divide ut regnes, disaient les latins. Divide et impera, dit Nicolas Machiavel dans Le Prince. Divide and conquer, ça se dit en américain, en français, c'est diviser pour régner. En politique, diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à épouser les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Face à la France de Charles de Gaulle, les États-Unis ont calé. Face à la France de Hollande, c'est déjà plus grand-chose. Mais si demain, il y a la Bretagne indépendante, la Corse indépendante, le Pays basque indépendant, le pays des Pyrénées-Orientales devenu la Catalogne, etc., c'est du gâteau. Il n'y aura plus rien. La pulvérisation de toute opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Divide and conquer. C'est la stratégie américaine depuis maintenant au moins 20 ans, 30 ans dans le monde entier. La dislocation préméditée de la Yougoslavie, qui était tenue par Tito, et qui a été divisée de façon absolument délibérée par les Américains, d'ailleurs en faisant cause commune avec des mouvements islamistes fondamentalistes. D'ailleurs, l'Europe elle-même est venue au secours justement des musulmans, par exemple, contre les Serbes. L'objectif, parce que l'Europe n'existe pas, l'Europe n'est plus que comment dirais-je, l'appendice, le factotum des stratèges américains, des stratèges de Washington. L'objectif a été de pulvériser Je rappelle que la Yougoslavie avait été un des trois grands pays fondateurs du mouvement des non-alignés à Bandung en 1955, avec l'Indonésie de Sukarno et avec l'Égypte de Nasser. Tito, Nasser, Sukarno. Vous connaissez avec un peu de Zhou Enlai, mais qui était déjà un peu plus loin pour la Chine. Quel a été le résultat de la pulvérisation de la Yougoslavie? La disparition de cet État. Maintenant, des États croupions qui sont les uns après les autres, qui entrent la tête basse dans l'Union européenne, la Slovénie, la Croatie, bientôt ça sera le tour de la Bosnie, du Monténégro, de la Macédoine, à chaque fois bien sûr, avec une nouvelle langue pour accroître le caractère non gérable de cette tour de Babel. Hein. Donc à la fois on divise, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en même temps on amalgame. Et bien entendu, ça permet aux Américains d'installer au Kosovo, ici, l'une des principales bases militaires des États-Unis en dehors du territoire américain. Il y en a d'autres, il y a Guantanamo, il y a les Açores, mais c'est l'une des principales bases militaires américaines. Divide and conquer, c'est également... Divide and conquer, c'est également la dislocation soviétique. La dislocation soviétique, à partir de 1991, a permis aux États-Unis d'installer des bases militaires un peu partout, tout autour de la puissance russe. Voilà, au Kazakhstan, en Géorgie, dans les pays baltes, etc., etc. La politique systématique des États-Unis a consisté à semer, à jeter de l'huile sur le feu pour que l'Union soviétique se désintègre. Et nous, comme nous sommes devenus désormais complètement les esclaves de cette stratégie, nous sommes entraînés, que cela nous plaise ou pas, dans une stratégie de plus en plus guerrière qui consiste à détruire la Russie. C'est l'objectif des États-Unis. On va le voir dans un instant sur l'Ukraine, mais ça c'est une dépêche d'aujourd'hui même, je l'ai rajouté. Aujourd'hui, 28 avril 2014, 14h47, 8 avions de combat français et britanniques déployés au-dessus des pays baltes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, maintenant nous avons 70 militaires français qui ont été déployés à Malbrook, hein, c'est-à-dire pour protéger les pays baltes, voire attaquer la Russie. Je signale que la Russie, c'est quand même la première ou deuxième puissance militaire mondiale. En termes nucléaires, c'est une puissance colossale. Il dispose notamment d'armes dont je parle dans la conférence que je fais qui s'appelle « Les États-Unis sont-ils sur le déclin ?» La Russie possède des missiles antimissiles
ou des missiles intercontinentaux absolument prodigieux. Le missile Topol, notamment, c'est l'outil. On n'a jamais fait dans le monde quelque chose d'allant aussi vite. Ça fait du 28 000 km/h. Missiles balistiques intercontinentaux russes, les Américains ne peuvent pas l'arrêter. Bon. Et les missiles antimissiles, comment dirais-je, qui ont été opposés notamment au moment de l'affaire syrienne, sont parmi les plus, sont probablement 15 ou 20 ans d'avance sur les missiles antimissiles américains. Nous sommes donc entraînés, nous, par notre appartenance à l'Union européenne, dans cette politique délibérée des États-Unis d'Amérique, qui consiste maintenant à s'attaquer à la Russie et à la disloquer. Divide and conquer. Vous avez à l'esprit la dislocation libyenne. Je ne suis pas un promoteur du régime de Kadhafi, mais enfin, la Libye sous Kadhafi, c'était un pays prospère, un pays stable, un pays riche. C'était peut-être pas un pays démocratique, enfin bon, quand je vois, moi, la façon dont ça se passe dans les médias français, la démocratie à la française, je commence à comprendre de quoi il retourne. On en parlera pendant les questions, si vous voulez. En attendant, depuis que la France et l'Angleterre sont allés dézinguer le régime de Kadhafi, évidemment, ce n'était pas Sarkozy et Cameron qui avaient l'initiative. C'était que les États-Unis leur ont dit d'y aller. Les États-Unis se retranchant derrière, avec Sarkozy qui se parait des plumes du pan. C'est comme là, on va nous dire, oui, c'est formidable, la France protège les pays baltes contre la Russie. C'est évidemment les Américains qui sont à la manœuvre. En attendant, depuis qu'on est intervenu en Libye, vous savez que la Libye maintenant est un foyer de purulence, où les cimetières juifs et chrétiens ont été dévastés. Maintenant, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Ça développe d'ailleurs de l'islamisme qui se répand maintenant au Mali. Alors maintenant, on va au Mali pour essayer de colmater les brèches qui ont été provoquées par ce cancer créé de toutes pièces. Ça a été la dislocation irakienne auparavant. Pays qui était, là aussi, le régime de Saddam Hussein n'était sans doute pas un régime très démocratique, ça c'est un fait, mais c'était quand même un régime, globalement, il y avait la paix civile, il y avait notamment des communautés religieuses très différentes qui coexistaient. Il y avait 13% de chrétiens nestoriens. Moi, j'ai acheté mon alliance à Bassora, auprès d'un chrétien nestorien, c'était en l'an 1998. Voilà, c'était un régime, ça se tenait. Depuis que les Américains sont intervenus, c'est un foyer de purulence. C'est une guerre civile permanente, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Il en est de la même façon au Sud-Soudan. Le Soudan a été dézingué de la même façon. Et puis nous avons eu aussi la dislocation syrienne. La même chose qui s'est produite, le régime de Bachar el-Assad, d'ailleurs tous ces régimes qui étaient des régimes laïques. Le régime du parti Baas en Syrie ou en Irak, qui ont été sciemment démantibulés par les États-Unis ou leur factotum, dans l'objectif de pulvériser tous les États-nations les uns après les autres. Là, c'était notamment la carte qui est extraite d'un article de Ralph Peters, Blood Borders, How a Better Middle East Would Look, comment un meilleur Moyen-Orient, à quoi ça pourrait ressembler. Ça a été publié en juin 2006 dans le journal des forces armées américaines. Vous voyez que ça, c'est la carte de Moyen-Orient actuelle. Et voici comment les États-Unis ont décidé, jouant les docteurs Folamour, de complètement parcelliser ces États, en créant un Kurdistan libre, un Irak sunnite, un arabe chiite, un État arabe chiite, la Perse à laquelle seraient retirés des morceaux entiers, l'Afghanistan complètement redessiné, le Baloutchistan libre, là, des homelands saoudiens, un État sacré. Folamour, le docteur Folamour, vous connaissez cette histoire, Des gens qui ont décidé de refaire complètement la carte du monde et de pulvériser les États pour les affaiblir systématiquement. Divide and conquer, c'est la dislocation ukrainienne que nous avons sous le nez. Ça, c'était les élections de 2010. En bleu, c'était la majorité qui avait été donnée à Yulia Tymoshenko. Vous savez, cette femme là qui a des tresses. Il paraît-il d'ailleurs que c'est une perruque. Qui a des tresses sur le truc. Elle a d'ailleurs au passage quelque chose comme 68 ou 80 comptes bancaires illégaux situés dans des paradis fiscaux. Elle a même fait l'objet de poursuites aux États-Unis même. Il faut quand même le faire.
Et puis de l'autre côté, ça c'était en rose, c'était la majorité donnée à Viktor Yanukovych qui était pro-russe. On connaît l'histoire, enfin je l'ai exposé, vous maintenant si vous vous êtes intéressé à l'histoire contemporaine, vous le savez, l'Ukraine est un pays divisé parce que tout le nord et l'ouest du pays sont majoritairement catholiques uniates, en lien avec Rome. Ils sont plutôt pro-occidentaux, ils regardent plutôt traditionnellement vers l'ouest, alors que tout le sud et l'est, eh bien, sont très majoritairement orthodoxes, parlent le russe, sont tous très russophones, voire de nationalité russe. Notamment la Crimée. La Crimée est russe depuis très très longtemps. Depuis Catherine II, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle. Elle avait été rattachée à l'Ukraine par une décision de Nikita Khrouchtchev en 1951 pour le troisième centenaire d'un traité qui, justement, reliait, qui mettait l'Ukraine sous la tutelle du Kremlin. Alors, comme on le voit, c'est un pays divisé. Jusqu'au 20 novembre de l'année dernière, tout allait très bien. Viktor Yanukovych, qui avait remporté les élections, qui était donc le président de l'Ukraine, était en train de négocier l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc, jusqu'au 20 novembre, 18h, tout allait très bien. On lui donnait beaucoup d'argent. Tout le monde savait que c'était un truand. Comme d'ailleurs Yulia Tymoshenko, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs. L'Union européenne a versé quelque chose comme à peu près 900 millions d'euros sur plusieurs années au régime de Yanukovych. Une grande partie est allée dans les poches d'un certain nombre d'oligarques. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. La mauvaise nouvelle, c'est que je vous signale que quand on dit l'Europe a donné, l'Europe ne produisant pas d'argent, c'est notre argent qui a été donné. Hein. Nous, on paye 16%. On peut estimer donc que les gouvernements de M. Sarkozy et de M. Hollande ont donné 120 millions d'euros de contribuables français, quand vous payez vos impôts, ayez une pensée émue à cela, à Viktor Yanukovych et à son régime. Puisqu'il était très très bien, ce monsieur, il voulait entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Puis voilà que le 20 novembre, il se rencontre à Kiev avec Poutine, ou à Simferopol, je ne sais plus si c'était à Kiev ou en Crimée. Il rencontre Vladimir Poutine. Vladimir Poutine dit je vais baisser de 15% le prix du gaz russe vendu à l'Ukraine, et l'Ukraine, c'est terminé, vous n'entrez plus dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Peut-être que Poutine a fait une petite rallonge, un petit chèque, j'en sais rien. En attendant, Viktor Yanukovych a dit effectivement, on interrompt les négociations d'entrée dans l'Union européenne et dans l'OTAN. À 18h02, d'un seul coup d'un seul, l'Occident s'est aperçu avec effroi que c'était un régime épouvantable. On a sorti de sa boîte Bernard-Henri Lévy, on est allé lancer devant les médias pour nous expliquer que le régime de Yanukovych était une horreur pour les droits de l'homme. Le même, en l'espace de 45 secondes, on a d'un seul découvert que ce régime était épouvantable. En réalité, l'objectif, c'est le même, c'est de disloquer l'Ukraine et d'essayer d'intervenir, c'était d'ailleurs l'objectif poursuivi, d'installer l'Union européenne et surtout l'OTAN, parce que l'Union européenne n'est que le faux nez, d'installer l'OTAN aux portes même de la Russie, je l'ai montré tout à l'heure. Divide and Conquer, c'est également l'exemple tibétain. Vous savez qu'on vous fait pleurer régulièrement sur ce pauvre Dalai Lama, océan de sagesse, ça veut dire, en tibétain. Mais pourquoi est-ce qu'on pleure sur le Dalai Lama? Tout simplement, on pensait bien qu'aux États-Unis, tout le monde se fiche éperdument du bouddhisme tantrique. Le problème n'est pas là, c'est que le Tibet, qui est grand comme 5 fois la France, se trouve à 5000 mètres d'altitude. Que c'est un plateau qui, d'un point de vue géostratégique, est fondamental parce que c'est un avantage phénoménal en termes balistiques. Si le Tibet devenait indépendant, celui qui s'installerait au Tibet aurait la main mise sur le château d'eau de l'Asie. Puisque c'est au Tibet que prennent leur naissance l'Indus, le Sutlej, qui est le principal affluent de l'Indus, mais également le Gange, qui irrigue tout le nord de l'Inde, également le Brahmaputra qui irrigue le Bangladesh, et puis également l'Irrawaddy pour la Birmanie, et puis également le Mekong pour toute l'Asie du Sud-Est, et puis le Yangtze, et le fleuve bleu et le fleuve jaune pour la Chine. En plus de ça, si vous vous installez à 5000 mètres d'altitude et que vous y mettez des missiles balistiques, c'est du gâteau pour aller bombarder
la Chine, l'Inde, le Pakistan, etc. Excusez-moi. C'est ça l'intérêt du Tibet. Donc, du coup, les Américains se sont pris de passion pour le Tibet. Voici l'océan de sagesse. L'océan de sagesse est reçu très régulièrement par cette montagne de sérénité qui était W. On sait, de source absolument certaine, que le Dalai Lama est un agent américain. Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment de Maxime Vivas, que je signale. Sur le magazine Time, vous avez ici le Who's Who of the CIA Payroll, c'est-à-dire qui est qui sur les principales personnalités payées par la CIA. Dans les années, c'était en 2009, ça a été publié. Et donc là, il citait, il ne pouvait pas citer le Dalai Lama en personne, mais Thubten Jigme Norbu, c'est-à-dire le frère du Dalai Lama, l'un des frères du Dalai Lama. On sait d'ailleurs que le Dalai Lama touche, on sait même combien il touche depuis 1951-52. Le Dalai Lama, d'ailleurs, qui a des fréquentations particulières, puisqu'il a un goût tout à fait marqué pour les nazis, ou les anciens nazis. Ici, avec le nazi Heinrich Harrer, que l'on voit ici à plusieurs reprises. Heinrich Harrer, c'était lui. Le type à gauche le mec qui porte la moustache. Le Dalai Lama a également comme ami le criminel de guerre, le Hauptsturmführer SS Bruno Beger. Bruno Beger, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptsturmführer SS, capitaine SS, qui était allé vérifier l'inclinaison du nez, comme on le voit ici, au Tibet, pour voir s'il y avait des liens avec les Juifs. Anthropologue, ethnologue allemand, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938. Travailla sous le nazisme pour l'ANNRB, héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé par l'ANNRB de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. Bon, voilà qui est donc notre ami le Dalai Lama. Ah oui, ça c'est avec le chef du parti nazi chilien. Bon, enfin, on va passer parce que sinon on va dire que je fais une fixette. Mais néanmoins, je suis obligé de constater que décidément les amis des États-Unis sont de plus en plus des nazis, notamment les indépendantistes. Ici, vous avez Madame Catherine Ashton of Upland, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne. Il faut comprendre l'adjectif haut représentant d'une façon métaphorique. Elle n'est pas spécialement haute. Sur cette photo, elle est encadrée par deux molosses. Elle a à sa droite, à gauche pour nous, le boxeur ukrainien Vitaly Klitschko, qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. Ça a été révélé par le livre du journaliste Léo Linder, Le combat des frères Klitschko. La mafia ukrainienne, voilà, ce sont des gens qui... ça ne rigole pas. Ça rend presque la mafia sicilienne ou la 'ndrangheta calabraise, ça les transforme presque en couvent des oiseaux de jeunes filles. Et puis surtout, vous avez à la gauche de Madame Ashton, à notre droite, l'Ukrainien Oleg Kanibok, président du parti néo-nazi Svoboda, objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour actes terroristes avec les séparatistes tchétchènes. Je rappelle d'ailleurs que ce parti Svoboda est actuellement au gouvernement à Kiev et qu'il est soutenu par le gouvernement français. De même d'ailleurs que nous avons envoyé 70 soldats en Estonie. Vous avez ici M. Laurent Fabius qui est allé s'entretenir, vous voyez le boxeur ici, donc l'un des chefs de la mafia ukrainienne, et le boxeur et M. Oleg Kanibok, qui est le Parti national socialiste d'Ukraine. Est-ce que vous vous rendez compte ce vers quoi nous nous lançons? L'objectif étant, et nous sommes bien dans le cadre de notre conférence, l'objectif étant au passage de démantibuler tous les États-nations en faisant des foyers de purulence. Le 21 mars 2014, c'était il y a un mois à Tallinn, c'est Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui est allé soutenir le néo-nazi Urmas Reinsalu, qui est le ministre estonien de la Défense. Ce jeune ministre estonien qui donne les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes.
Vous savez qu'en Estonie, enfin, je ne sais pas si vous savez, et dans les pays baltes, en tout cas c'est le cas en Estonie, eh bien on commémore chaque année les Waffen-SS. C'est-à-dire les troupes qui étaient des Estoniens qui s'étaient ralliés à l'Allemagne hitlérienne contre l'Union soviétique. Voilà. Donc c'est lui qui est, vous voyez, pendant que M. Fabius allait se soutenir le Parti national-socialiste ukrainien, M. Le Drian, lui, est allé voir le ministre estonien des Affaires étrangères. C'est là qu'ils sont convenus d'envoyer les fameux avions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et maintenant, nous avons 70 soldats qui sont en Estonie, sous les ordres quasiment de ce monsieur, pour éventuellement aller participer à des frappes éventuelles avec la Russie. Nous sommes dans une situation quand même extrêmement grave. On ne sait pas où ça va, cette affaire russe. Hein. Tout le monde sait que les Russes ne vont pas se laisser faire, et que là, on les attaque sur vraiment le premier cercle de leur sécurité.